Merci beaucoup Séverine. C'est la réussite de Sébastien Lecornu. Pour l'instant, sa méthode de compromis. La France s'est bien dotée d'un budget de la sécurité sociale à la fin de l'année dernière. Ça n'était jamais arrivé 149,3 depuis 2022. C'était un petit événement. Ce qui n'était jamais vraiment arrivé pour le coup, c'était que ce projet de budget de la Sécu mobilise tous les syndicats de médecins contre lui. C'est plus un projet d'ailleurs, c'est un budget. Hier, 20 000 médecins libéraux ont défilé dans les rues de Paris et aujourd'hui, 2500 d'entre eux s'exilent symboliquement pour plusieurs jours à Bruxelles. On va les rejoindre dans un instant pour comprendre ce qui motive cet acte si symbolique. Vous êtes avec eux, Mathilde Moreau, et on va en parler avec notre invitée. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes l'ancienne ministre des Solidarités et de la Santé. Vous êtes présidente désormais de l'Institut Évidence et vous avez publié aux éditions Plomb Demain notre santé. Vous allez nous donner vos idées, votre regard sur l'avenir de notre système de santé si menacé et si contesté aujourd'hui par ces médecins libéraux. Mathilde Moreau, ils sont donc sur le point de monter dans leur bus. C'est 2500 chirurgiens, anesthésistes et autres. Pourquoi ce départ à Bruxelles, Mathilde ? Et oui, vous voyez derrière moi ces bus, 35 bus qui sont prêts à accueillir ces quelques 2000 médecins spécialistes, des anesthésistes, des chirurgiens et des obstétriciens. Ils veulent envoyer un message fort, me dit-on. Aujourd'hui, ce ne sera pas une partie de plaisir de partir à Bruxelles. L'objectif, pour ces médecins spécialistes, c'est de ne pas être réquisitionnés dans les prochains jours, comme l'ont été des centaines d'autres confrères ces derniers jours, car cette mobilisation, elle s'inscrit dans une grève plus globale des médecins libéraux depuis lundi. Ils manifestent contre le fait d'avoir une menace sur leur liberté d'exercice, notamment sur un encadrement possible de leurs honoraires. C'est ce qu'ils dénoncent aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont dénoncé hier dans les rues de la capitale en manifestant. Près de 20 000 manifestants dans les rues selon les organisateurs, près de 5 000 selon la préfecture de police. Une mobilisation des médecins libéraux qui va durer jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à jeudi prochain. Merci beaucoup Mathilde. Et vous serez dans un instant avec l'un de ces médecins qui s'exile. On l'a reçu hier d'ailleurs en plateau. On reviendra avec lui sur ses motivations. Agnès Buzyn, comment vous jugez cette action ? Alors symbolique certes, mais on a bien compris qu'elle est due aussi à la volonté de ces médecins de ne pas être mobilisés pour continuer à assurer leurs opérations. Portez quel regard là-dessus ? Alors, avant de porter un regard sur la grève elle-même, je voudrais quand même expliquer comment le système fonctionne et pourquoi on n'y arrive plus en fait. Donc c'est vraiment maintenant ma vision d'observatrice, parce que je connais bien le système. En réalité, notre système de santé fait face à un vieillissement de la population considérable et à des besoins en santé qui augmentent énormément tous les ans. Nous allouons 3 à 4% de budget en plus tous les ans pour la santé. Or, nous sommes déjà le 3e pays au monde en termes de dépenses de santé, derrière les États-Unis et l'Allemagne, les États-Unis étant un très mauvais système qu'il ne faut pas considérer. Donc nous dépensons énormément d'argent pour la santé, beaucoup plus que la moyenne des pays de l'OCDE, et le système ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas organisé vraiment pour répondre aujourd'hui aux besoins d'une population très âgée, atteinte de maladies chroniques. Et donc tout le monde souffre. Les malades souffrent, ils n'accèdent pas aux soins, ils dépensent beaucoup d'argent pour accéder aux soins. Les professionnels souffrent, ils sont débordés, et puis ils voient bien qu'on leur met des contraintes. Les administrations de la santé souffrent quelque part parce qu'elles savent bien qu'il faut contraindre le système pour qu'il n'explose pas en termes de coûts. Les médecins libéraux ont l'impression qu'on veut leur faire payer en partie à eux la facture, que c'est eux qui doivent payer pour tous ces dysfonctionnements, justement. Alors, je dirais que tout le monde paye. Tout le monde paye. Quelque part, les Français payent parce qu'ils ont accès à des mutuelles de plus en plus chères. Donc, il y a un peu de reste à charge qui augmente du côté des Français. Beaucoup de dépassements d'honoraires aussi. L'industrie paye. On met beaucoup de pression sur l'industrie du médicament pour réduire les coûts. Et on voit bien que là, on va être en tension avec les États-Unis dans un bras de fer. Donc, je ne sais pas comment on va le tenir. Les médecins, mais tous les professionnels de santé, effectivement, on essaie de réduire un peu l'augmentation des dépenses. On n'est pas sur une réduction des revenus, on est sur une réduction de l'augmentation. Donc on est quand même face à une dynamique d'augmentation des coûts que la France ne peut pas gérer, mais qu'aucun pays au monde ne peut gérer. Aujourd'hui, ce que nous vivons en France, tous les pays le vivent. Et donc, en fait,
nous devons réformer en profondeur le système de santé. Oui. Et tant qu'il n'y a pas de gouvernement et de majorité, ce ne sont pas des réformes structurelles que nous faisons, ce sont des ajustements paramétriques et effectivement... Donc vous leur dites quoi aux médecins? Vous leur dites, attendez on est obligé de vous mettre à contribution un petit peu aujourd'hui en ne revalorisant que très partiellement et insuffisamment vos actes. Soyez patients parce que de toute façon, on va tout réformer. Enfin, ça, ils ne peuvent pas l'entendre. Non, et puis je pense qu'ils ne réalisent pas à quel point notre système est en train de dériver financièrement et organisationnellement. Donc en fait, je pense qu'ils sont assez loin en réalité de la prise de conscience que on va leur demander aujourd'hui de s'organiser différemment. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux syndicats, c'est... Je comprends des revendications corporatistes sur les revenus, c'est le rôle d'un syndicat. Mais faites des propositions, parce que le système tel qu'il est n'est pas tenable. Donc en réalité, d'année en année, nous allons faire, quand je dis nous, je ne suis pas au gouvernement, mais la sécurité sociale et les gouvernements, quels qu'ils soient, vont devoir faire des rabots sur les coûts, parce que nous n'aurons plus les moyens de financer. Je rappelle quand même que 80% du système de santé est financé par nos cotisations sociales et la CSG. C'est de l'argent public. Oui. Et donc, à un moment... C'est très intéressant, mais vous n'avez pas répondu à ma première question, qui était est-ce que c'est responsable de la part de ces médecins de fuir, entre guillemets, et c'est un mot qui n'engage que moi, les réquisitions éventuelles qui pourraient avoir lieu la semaine prochaine? Quelque part, ils sont dans leur rôle. Un syndicat défend des positions et le corporatisme fait partie du syndicalisme. Je le comprends, mais j'ai envie de dire attention, en réalité, ce que nous vivons là n'est que le début. Et donc, en réalité, plutôt que d'essayer d'aller contre des réformes, soyez force de proposition, soyez moteur dans les transformations qu'on va devoir mettre en œuvre. Elles sont absolument indispensables. Alors, on a un représentant d'un syndicat, justement, avec nous. Bonjour, docteur Leger. Vous étiez sur ce même plateau ici, sur France Info hier, et vous avez manifesté dans les rues de Paris. Là, vous allez prendre ce fameux car vers Bruxelles avec plus de 2000 de vos congénères, autres chirurgiens et anesthésistes. Vous êtes chirurgien urologue et président du syndicat national des chirurgiens d'urologie. Est-ce que vous venez d'entendre ce que Agnès Buzyn disait sur ce plateau? Elle disait, c'est que le début, et il va falloir de toute façon que tout le monde fasse des efforts. Il faut commencer à prendre conscience de ça dès aujourd'hui et être force de proposition plutôt que de refuser en bloc, en quelque sorte, si je résume correctement. Alors Madame Buzyn, je partage 100% de son analyse sur le diagnostic, pas tout à fait sur le côté notre inconscience. On est tout à fait conscient que le système il atteint les limites. Elle l'a très bien dit, je vous donnerai les chiffres que j'ai déjà donnés hier. En 2000, on avait 6 millions de personnes de plus de 75 ans. On est passé à 12 millions, on va passer à 20 millions. Donc on est très 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 conscient que le système de santé il atteint ses limites. Ce qu'on n'accepte pas et ce qu'on n'acceptera jamais, c'est d'être stigmatisé par un certain nombre de parlementaires qui, dans les débats sur le PLFSS, nous ont insultés. C'est-à-dire qu'on entend, et je partage complètement ce diagnostic, mais par contre, sur les solutions proposées, je ne les partage pas du tout. On veut encadrer nos libertés de prescription, on veut encadrer nos libertés d'installation, on veut encadrer nos libertés d'exercice. Et vous savez, aujourd'hui, les chirurgiens que je représente, obstétriciens, anesthésistes, ils ne s'engagent pas à partir à Bruxelles en étant heureux de le faire, ils sont même bien malheureux. On avait informé le gouvernement, pour peu qu'il soit stable, depuis le mois d'août, que si les propos insultants continuent à fuser à l'Assemblée nationale, on partirait au mois de janvier. On n'a pas envie de partir, on est indispensable à l'accès aux soins et au système de santé, au point que des milliers d'entre nous ont été réquisitionnés sur les 10 000 qu'on représente aujourd'hui. Ce qui fait d'ailleurs que le départ à Bruxelles est complètement atténué par le fait qu'on a des milliers de collègues obstétriciens, anesthésistes et chirurgiens qui sont embarqués. J'aimerais juste dire à Madame Buzyn que le tarif de consultation, le mien en tout cas, il est à 23 € depuis 1992. On entend bien qu'il n'y a pas d'argent. Mais ce que Madame Buzyn vient de vous dire, c'est que les dépassements d'honoraires ou un certain nombre de libertés nous ont permis de tenir jusqu'à présent. Si demain on n'est pas capable de revaloriser le tarif opposable, eh ben, effectivement, la chirurgie libérale, anesthésie obstétrique, elle va mourir. Or, aujourd'hui, on fait 60 à 70% des actes. On ne peut pas continuer à nous demander de travailler 80 heures par semaine, de faire la permanence des soins 24 heures sur 24 et de nous payer au tarif d'il y a 30 ans. Alors, on entend bien qu'il n'y a pas d'argent. Et cherchons ensemble des solutions. On a des solutions à faire pour peu qu'on nous écoute, pour peu qu'on nous reçoive, pour peu qu'on nous entende. Oui, il y a un manque de considération. C'est ça qu'ils ressentent, ces médecins libéraux. Oui. Et avec des interlocuteurs sans cesse changeants, parce que depuis votre départ, il y a eu, si mes calculs sont exacts, 10 ministres de la Santé. Enfin, la crise
politique, c'est aussi une crise du dialogue social et ça se ressent aussi dans ce que ressentent les médecins. D'abord, j'entends vraiment ce que dit le docteur Leget. Je crois qu'il faut arrêter de stigmatiser qui que ce soit. En réalité, le système, il a été fondé après-guerre. Et il répondait à des besoins bien. Et c'est pas parce qu'il a dérivé que les médecins en sont responsables. Ils ne sont pas responsables. D'ailleurs, dans mon livre, je fais extrêmement attention de ne stigmatiser personne. Ça n'est pas le sujet. En fait, on va pas dire c'est de la faute à un tel ou un tel. C'est juste que le système n'est plus adapté. Et ce que dit Monsieur Leget est très significatif. En réalité, c'est vrai que les consultations de certains spécialistes sont incroyablement faibles en termes de rémunération de certaines spécialités, alors que pour d'autres spécialistes, elles sont incroyablement élevées. Et on ne sait pas pour quelles raisons. En réalité, il y a de telles différences entre les spécialités. C'est le fruit des négociations conventionnelles au cours des dernières décennies. Donc, et puis, la question qui se pose, c'est donc comment faire en sorte que certaines spécialités dont nous avons absolument besoin. Monsieur parle de la chirurgie, je parle des psychiatres, des médecins généralistes, des gériatres. Pourquoi est-ce qu'elles sont sous-rémunérées? Donc tout ça est une vraie question qu'on doit mettre à plat. Et comment faire en sorte que ces spécialités soient suffisamment attractives pour que nous ayons les bons spécialistes sur les territoires et que nous que nous ne surpayons pas certaines spécialités dont nous n'avons pas forcément autant besoin. Donc il y a aujourd'hui, et j'entends cette remarque qu'il se sent stigmatisé et que les fausses bonnes idées fusent de tous les côtés à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que personne n'est capable de proposer une réforme structurelle en profondeur. Donc, chacun y va de sa fausse bonne idée, l'obligation d'installation, et je ne sais quoi. Voilà, il y a des lois qui arrivent à l'Assemblée qui vont être étudiées. Alors, on cite les lois Garot, les lois Mouillet qui visent à réduire les déserts médicaux, à limiter la liberté d'installation. Vous êtes plutôt contre Je suis totalement contre. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Je pense qu'elle ne règle en rien le problème. Malheureusement, je comprends les Français qui disent on n'a pas de médecin. Malheureusement, ce n'est pas le bon moyen. Que l'objectif, je le partage. On a besoin de médecins dans des territoires ruraux ou désertifiés. Mais le faire comme ça ne marche pas, ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, tous les ministres de la Santé le pensent, de droite comme de gauche, parce qu'on sait comment est le système. Donc c'est, pour répondre à un objectif, un très mauvais moyen. Mais comme il n'y a pas de réforme, chaque député arrive avec son projet de loi. Et donc, effectivement, je comprends que les médecins aujourd'hui soient exaspérés de toutes ces bonnes idées. Par contre, j'ai envie de leur dire, mais je ne suis pas au gouvernement, donc j'ai envie de leur dire, vraiment faites des propositions structurelles. Aujourd'hui, on est à l'aube vraiment d'une réforme en profondeur parce que le système n'est pas tenable. Vous croyez qu'il est réformable ? Vous y croyez oui, quand on voit les difficultés qu'a la France à se réformer ? La seule réforme structurelle des 2 mandats d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites, elle vient d'être supprimée dans ce dans ce budget de la sécurité sociale. Alors, il va falloir un gouvernement courageux. Moi, j'ai étudié beaucoup de systèmes de santé à travers le monde. J'ai voyagé, j'ai travaillé à l'OMS. Donc, je vois bien ce qui fonctionne ailleurs. Et donc, aujourd'hui, le système, excusez-moi, c'est un peu technique, mais il est piloté quelque part en rémunérant des professions. Donc, on donne tant d'argent pour les radiologues, on donne tant d'argent pour les infirmières, etc. Mais on ne pilote pas le système en fonction des besoins des Français. Et donc, tous les pays qui ont réformé en ajoutant des rémunérations sur des objectifs de santé publique, des objectifs d'accès aux soins. Et donc, c'est cette part entre la rémunération à l'acte et une part de rémunération sur objectif que nous devons absolument. Ça veut dire quoi une rémunération sur objectif ? L'objectif, c'est de traiter un cancer ? C'est qu'on comprenne concrètement. Concrètement, par exemple, vérifier qu'un médecin généraliste a au moins 70% de sa patientèle âgée de plus de 65 ans vaccinée contre la grippe. Okay. Ça désengorgera les urgences des hôpitaux. C'est un objectif que nous devons tous avoir, que les autres pays arrivent à atteindre. Pourquoi nous ne l'atteignons pas ? Parce qu'en réalité, il n'y a aucune incitation pour qu'un médecin passe beaucoup de temps à convaincre un malade de se faire vacciner contre la grippe. Oui, je voulais vous poser une question. Vous dites qu'il faut une réforme en profondeur. Vous savez pertinemment qu'il n'y aura aucune réforme en profondeur avant 2027. Mais absolument. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 2017. Il n'y a pas eu de réforme en profondeur. Il y a eu des turnovers de ministres de la Santé qui se sont succédés et qui, à chaque fois, le successeur devait reprendre les dossiers de l'ancien. Finalement, comme vous dites, ça n'a pas été piloté. Mais ça fait des années que ce n'est pas piloté. Donc aujourd'hui, et j'en termine, oui. Quand on voit cette grève qui est inédite par sa durée, inédite même par sa radicalité, et quand on voit, même, je trouve que l'image est désastreuse, ces autocars qui vont en Belgique alors que le pic épidémique est à son comble. Alors que les urgences des hôpitaux qui sont déjà en grande difficulté sont saturées et on voit des médecins partir en autocar. On voit ça et on se dit...
tout ça arrive trop tard. Ou alors il aurait fallu une loi pluriannuelle pour la santé, ou il aurait fallu réfléchir à quelque chose. Mais ce que vous dites, peut-être est-ce frappé au coin du bon sens, mais vous savez que ce sont des mots. Il ne se passera plus rien avant la prochaine élection présidentielle. Il ne se passe déjà pas grand-chose depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Alors, c'est pas vrai, j'ai fait une très grande loi santé. Ma santé 2022, ça a été un projet de loi discuté 3 semaines dans les 2 parlements. Elle a fait l'objet vraiment d'un vote très large, bien au-delà de la majorité présidentielle de l'époque, qui était déjà très large. Donc c'était une loi tout à fait structurante, où on a vraiment développé les maisons de santé, l'aspect territorial de la santé, on a créé les hôpitaux de proximité, on a réformé la carte sanitaire. Bref, c'était une grande loi de santé et j'avais tous les syndicats favorables. Donc on a créé un mouvement. Je pense que ça n'est pas suffisant aujourd'hui parce qu'on voit bien que 7 ans ou 8 ans plus tard, le système vraiment dérive trop en termes de... Il craque. Pour des raisons organisationnelles, pas pour des raisons d'argent. C'est ça que je veux dire aux Français. Aujourd'hui, on met énormément d'argent sur la santé. Personne ne pense à réduire. Depuis que je suis ministre, depuis 2017, on a mis 3 à 4% par an plus chaque année sur le budget de la santé. Donc, c'est pas des restrictions. Vous dites changeons l'organisation, donnons des objectifs aux médecins. Mais ça, ils sont contre les premiers. Médecins. Pas que les médecins, alors restons sur les médecins, bien Voilà. sûr. Mais les médecins, ils sont en grève aujourd'hui et on parle aussi d'eux, bien sûr. Les médecins, on leur dit il faut prescrire moins de médicaments. Et ils déplorent d'ailleurs qu'on jette l'opprobre sur l'ensemble d'une profession pour, disent-ils, 1% de médecins qui se comportent mal du côté des prescriptions. Ils disent on veut pas qu'on nous encadre les arrêts maladie. Ils sont contre cette nouvelle encadrement où ce sera 30 jours maximum. Ensuite, le patient doit revenir qu'il ait un cancer ou qu'il soit pas bien dans sa peau. Enfin, ils sont contre ce qui vient d'en haut et qui les empêche d'exercer leur activité comme ils le souhaitent. Le dossier médical partagé, vous l'avez mis en action. Hein. C'est un projet qui vous est antérieur, mais en 2018, vous lancez véritablement le projet. Ils en veulent toujours pas. Ils disent que c'est une usine à gaz, ça fonctionne mal, ça leur prend un temps fou, ça sert à rien. Ils ne veulent pas de ça, justement, les médecins. Oui, alors les médecins, je le comprends, ils sont débordés. Donc tout ce qui est une contrainte, tout ce qui oblige à du temps administratif, tout ce qui, etc., n'est pas le cœur de métier, leur est insupportable. C'est pour ça que dans la loi de 2019, on a créé un métier qui était assistant médical. Il n'y en a pas assez, mais vraiment on l'a créé et on l'a financé par la Sécurité sociale pour aider les médecins à se concentrer sur le soin et que toute la partie justement paperasserie, remplissage du dossier médical puisse être fait par d'autres. Donc, je pense que c'est toujours d'actualité. Pour autant, je pense que nous ne pouvons pas ne pas piloter le système. Et on ne peut pas avoir des examens qui soient prescrits 2 fois parce que le dossier médical partagé n'est pas rempli, doubler les radios, doubler les scanners. Enfin, on n'a plus les moyens de ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver un moyen de les aider. Je ne veux vraiment pas jeter l'opprobre, mais lutter contre toute contrainte n'a pas de sens dans un système qui est à la dérive. Nous devons impérativement, sur les arrêts de travail, il y a une explosion, mais cette année, mais plus 6% d'arrêts de travail, y compris chez des gens qui ne sont pas en maladie longue durée. Donc c'est vraiment des arrêts de travail de courte durée. Qu'est-ce qui justifie cela ? Il n'y a pas eu d'épidémie, on n'est pas dans le Covid. Donc qu'est-ce qui explique? Il n'y a pas d'explication. Oui, mais les médecins disent pourquoi c'est notre faute à nous. Alors on va peut-être donner. C'est la faute de personne. Oui. Vraiment, je tiens à le dire. Le système dérive et c'est de la faute de personne. Aujourd'hui, mettons-nous autour de la table. Je dis mettons-nous, je ne suis pas ministre, mais mettez-vous autour de la table avec les administrations, avec les caisses. Essayez de réfléchir à un système qui fonctionne. Essayons de trouver des voies de sortie pour le système, parce que sinon, le risque majeur, je tiens à le dire aujourd'hui, je suis inquiète, c'est qu'un jour, un gouvernement dise on n'a plus les moyens de payer et qu'on ait une médecine à 2 vitesses en France, à l'instar d'autres pays avec des gens qui pourront payer leur mutuelle et un secteur privé lucratif et des gens qui vont vers une médecine publique. Et vraiment, je pense qu'on a les moyens d'éviter cette médecine à 2 vitesses. Je pense que la médecine publique aujourd'hui, comme privée, est de qualité en France. Elle doit très bien s'articuler, elle doit coopérer et on va y arriver, mais mettons-nous autour de la table, c'est urgent pour qu'un gouvernement en 2026 puisse déjà faire une réforme structurelle. Docteur Leger, vous entendez tout ce qui est dit en plateau, une réaction? J'entends, oui, bien sûr.
Alors, réaction, il y a plusieurs sujets que je ne partage pas. D'abord, le reste à charge des Français, il est que de 6%. On est l'un des meilleurs au niveau de l'accès aux soins. Nous, médecins libéraux et chirurgiens libéraux, on prend en charge tous les patients qui ont des problèmes de revenus, c'est-à-dire 8 millions d'entre eux aujourd'hui qui sont C2S, sans faire de dépassement d'honoraires, sans rien pour les accompagner. Sur le DMP il ne marche pas. Madame Buzyn, je suis désolé, c'est une excellente mauvaise idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est tellement chargé à bloc qu'on n'arrive même pas à faire le tri à l'intérieur. Et mettre une amende dans le PLFSS de 10 000 €, si nous, on ne rentre pas dans le DMP à chaque fois qu'on voit un malade, c'était excessif et c'était insultant. Donc sur tous ces sujets, nous on est prêts à travailler. Sur les arrêts de travail, c'est la télémédecine commerciale qui aujourd'hui a fait un carton sur les arrêts de travail. Et quand on a mis pendant le Covid les auto-arrêts de travail, et quand M. Garot proposait qu'on fasse des auto-arrêts de travail, y compris pour les enfants malades, c'est pas nous qui favorisons les arrêts de travail qui ont explosé. C'est un système qui a été mis en place pendant le Covid, qui est défendu par M. Garot. Donc au lieu de nous insulter et au lieu de sans arrêt dire qu'on est responsable des prescriptions, on ferait mieux de nous accompagner. Et avec l'intelligence artificielle, on n'est pas du tout contre le contrôle des médecins qui dérapent. Il y en a qui dérapent. Moins d'1% d'entre nous, ceux-là, ils jettent l'opprobre sur toute la profession. Je vais vous donner un exemple. Nous, chirurgiens urologues, on opère avec le robot. Quand on opère avec le robot, on nous facture le robot 500 €. 500 € pour opérer le malade et lui permettre de bénéficier de la meilleure technologie. Ça fait 15 ans qu'on se bagarre pour obtenir un remboursement pour le robot. On ne l'a toujours pas. Donc quand j'enlève un cancer du rein sur lequel on me donne 500 €, je mets 500 € pour opérer avec le robot, je gagne 0. L'aide opératoire, le secrétariat me coûte 500 €, je perds de l'argent systématiquement. On accepte de perdre de l'argent sur un certain nombre de chirurgies, à condition derrière qu'on nous permette de facturer effectivement des dépassements d'honoraires. Mais nous, on fait du social. Les gens qui ont une grosse mutuelle, les mutuelles sont passées de 17 milliards d'euros à 43 milliards d'euros. Et parce que les dépassements d'honoraires montent à 4 milliards, on est en train de nous stigmatiser, de nous agresser partout. Donc oui, il y a des solutions. Oui, on est prêt à discuter, mais pas avec des parlementaires qui, dans le PLFSS, ont passé leur temps à nous insulter, à nous stigmatiser. Ils ont attaqué les médecins de secteur 1. Aujourd'hui, on ne remboursera pas les prescriptions des médecins de secteur 3. Ça fait plus de 100 000 ou 200 000 malades qui ne seront plus pris en charge. Donc en fait, l'assurance maladie, elle a le monopole, c'est pas de notre responsabilité. Les mutuelles se sont organisées. Aujourd'hui, elles font 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on aimerait faire disparaître les 800 millions de dépassements d'honoraires des chirurgiens. Enfin, faut vous réveiller. Hein. Nous, on est partout sur le territoire, au point qu'on nous a réquisitionnés partout. Oui. On est prêt à travailler au service des Français. Merci, docteur Leger. On va suivre dans le prochain journal votre départ à Bruxelles. On entend votre colère. Hein. Vraiment, on l'a bien comprise. Et vous avez très bien expliqué vos propres problèmes à vous. Merci beaucoup. Bon, un dernier mot, Agnès Buzyn, si vous le permettez. Sur cette fin de deuxième mandat d'Emmanuel Macron, on parle d'une nouvelle dissolution, menace brandie aujourd'hui par l'Élysée et par Matignon, si jamais une motion de censure est établie. Ce livre qui dit qu'Emmanuel Macron a tout gâché, vous partagez cette analyse? Le macronisme est une promesse ratée? Je pense que la période est globalement difficile dans tous les pays occidentaux. Il ne faut pas jeter uniquement l'opprobre sur le président de la République. Il a eu à faire face à la crise des Gilets jaunes, au Covid, à une crise internationale dont tous les pays aujourd'hui voient les répercussions, à la fois en termes de budget, en termes d'accès au pouvoir de populistes ou d'impérialistes. Donc, il n'est pas le seul responsable. Après... qu'il ait un peu changé entre le premier et le deuxième mandat, c'est ce que je ressens. Mais je ne suis plus au gouvernement, je ne suis pas proche de lui, je ne le vois pas et je ne le connais pas plus que cela. Je l'ai quitté en 2020. Donc, mais attention, est-ce que quelqu'un aurait fait beaucoup mieux? Je ne sais pas. Est-ce que vous, qui vous êtes engagé tout de même à ses côtés dans un gouvernement d'Emmanuel Macron, est-ce que vous ressentez une forme de déception tout de même aujourd'hui? Alors oui, je ressens une forme de déception, mais je le dis, je ne sais pas qui aurait fait beaucoup mieux. 2017, il y avait une promesse de réforme structurelle. Et c'est pour ça que je me suis engagée. J'y croyais vraiment beaucoup. Elles n'ont pas eu lieu, malheureusement. Elle n'a pas eu lieu. Merci beaucoup, Agnès Buzyn. C'est l'heure d'un prochain journal dans quelques instants sur France Info. À tout de suite.